Bonsoir. Bonsoir, mon Daniel. On y va avec la conception de l'enfant ce soir. Ouais, c'est trop de bonheur? Un peu. La conception, ça se fait dans l'harmonie. Bon, ben, on va y aller un petit peu de façon plus harmonieuse. La conception d'un enfant, je suppose que, bon, il y a sûrement des guides ou des... c'est un travail bien important. C'est sûrement, je veux dire, au niveau des entités vitales, c'est sûrement surveillé au niveau au moment de la conception, puis durant les 9 mois qui suivent. Alors, pourras-tu nous parler je veux dire, de ce travail ésotérique là, qui se fait au tout début lorsque l'homme, je pense, j'ai l'impression, il pense qu'il est autonome au niveau de sa sexualité, parce qu'il faut parler de conception avec... mais je pense qu'il n'est pas si libre que ça. S'il y a une place qui n'est pas autonome, c'est bien au niveau de la sexualité, oui. Parce que, je veux dire, on va voir des choses qui se passent quand même. On va voir des femmes quand même qui ont eu des ligatures de trompe après 4-5 ans puis qui, à un moment donné, tombent enceintes. On va voir d'autres couples qui veulent avoir des enfants puis qui ne peuvent pas en avoir. Alors, on voit que l'homme n'est pas si autonome à ce niveau-là. Maintenant, l'ésotérisme de la conception, c'est quelque chose qui a toujours échappé à l'homme et à la femme. La femme croit avoir elle-même ses propres mécanismes qui vont lui permettre d'enfanter. La femme est le réceptacle, on le sait. D'ailleurs, l'homme c'est souvent, disons, permis de dire que la femme était son inférieure, justement parce que la femme n'est qu'un réceptacle. Et l'importance d'une race va dépendre de l'importance de sa progéniture. Maintenant, on ne conçoit pas un enfant et surtout, on ne conçoit pas la conception de l'enfant comme on devrait le concevoir. Ésotériquement parlant, pourquoi des enfants? Pourquoi, premièrement, l'homme, la femme, doit-elle naître et mourir? Et c'est seulement parce que l'homme est mortel qu'il y a progéniture. Si nous serions immortels, on aurait l'air fou. Parce que déjà là qu'on meurt, puis on meurt même, on s'organise même pour s'entretuer, puis on arrive à 4 800 000 000 d'individus. Et si, au rythme où ça va là, si ça continue comme ça, en l'an 2300, le poids de l'humanité va être supérieur au poids de la planète. Ce qui est impossible. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus d'enfants. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ne plus y avoir d'enfants, ça c'est complètement impossible aussi, parce que c'est l'évolution, la progéniture fait partie du plan même de l'évolution de la race. Et quand je parle d'évolution de la race, je ne parle pas comme Darwin. Je parle de l'évolution ésotérique, de l'évolution réelle de l'homme sur la planète Terre, ou encore de l'évolution de la planète dans son système, ou de l'évolution du système dans la galaxie. Donc, veut pas, où l'homme va devoir mourir pour permettre à l'enfantement d'enfants qui seront plus évolués, ou il n'y aura plus d'enfants. Mais l'homme, présentement, n'est pas encore prêt à vivre l'immortalité, une immortalité contrôlée de par lui-même. L'homme rêve de vivre une immortalité qui sera chimique, médicale, pour employer un terme moins peurant. L'enfant, c'est quelque chose qui, déjà à la naissance, est la réincarnation du corps physique des parents et des ancêtres. Si l'enfant naît avec les yeux bleus, c'est que dans ses ancêtres ou dans ses parents, il y a eu quelqu'un qui avait les yeux bleus. Un Mongol, disons un Chinois, pour ne pas, disons, mélanger avec la maladie qu'on désigne sous le nom de Mongol, disons, le Chinois, la race jaune, lorsqu'elle enfante, elle enfante un enfant qui ressemble à la race jaune. Un noir va enfanter un enfant noir, sauf lorsqu'il y aura certaines pathologies qui pourront déterminer une peau blanche, complètement blanche, blanche comme ma chemise et non pas blanche comme notre peau qui n'est pas blanche, et des yeux rouges comme être un être albinos par exemple. Alors donc, le noir enfante un noir, le jaune enfante un jaune, et nous, vous enfantez des enfants qui ressemblent à la race blanche, nord-américaine, teutonique.
si un noir se mélange avec un blanc, on a un métissage. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui va avoir des correspondances noires et jaune ou blanche ou rouge, dépendant évidemment de la race avec laquelle le noir va enfanter. Donc, dans l'enfantement, il y a un processus qui s'appelle la génétique et qui devrait du moins déterminer l'accouplement. Présentement, l'homme s'accouple par amour. Mais prochainement, l'homme découvrira une nouvelle forme d'amour qui ne sera pas un amour psychologique, mais un amour mental. Et lorsque l'homme se réunira, quand je parle de l'homme, évidemment, j'emploie le terme français qui désigne l'homme et la femme. Lorsque l'homme se réunira suite à l'attraction dégagée par l'amour mental, ce sera une chose totalement différente au niveau des conceptions des enfants, au niveau de toute l'évolution de la planète, sera totalement différent de l'amour psychologique, de l'amour émotif, de l'amour astral, qui présentement force deux êtres humains à se lier ensemble. La sexualité est là, premièrement, un attrait vital, c'est-à-dire que l'homme, psychologiquement, en a besoin pour son équilibre. Dans la réalité des choses, l'équilibre de l'astral, l'équilibre de la psychologie de l'émotivité, des désirs, cet équilibre qui n'est en réalité qu'un schéma d'inéquilibre, c'est complètement distorsionné. L'homme n'est jamais équilibré psychologiquement. L'homme aime une chose et le lendemain, il la déteste. L'homme veut quelque chose, mais en fin de compte, il s'en fout. Un enfant veut un jouet, quand tu lui donnes, 2 jours après, il en est tanné. Alors, il n'y a pas d'équilibre psychologique. L'équilibre psychologique, elle apparaît dans l'homme. L'homme a l'impression d'un équilibre psychologique lorsque sa psychologie, qui est sans cesse changeante, peut sans cesse être exprimée. Là, il y a équilibre. C'est-à-dire que tu veux un nouveau jouet, je te le donne, puis quand t'en es tanné, tu le mets de côté. T'en veux un autre, tu l'as. Tout est équilibré. C'est l'harmonie parfaite. Mais vu que l'extérieur n'est pas manipulable par la psychologie de l'homme, elle l'est de temps en temps, lorsque tu défonces ton char à coups de hache parce que ton char fonctionne pas, tu manipules l'extérieur par ta psychologie, mais tu ne manipules pas l'univers. Donc, à un moment donné, tu arrives toujours à être un moment en état où tu découvres que tu n'es pas en équilibre émotif. Ta femme t'abandonne, ton mari t'abandonne, tu recherches l'équilibre émotif. Et si ta femme, tu réussis à la manipuler suffisamment pour qu'elle reste, tu es en équilibre. L'équilibre émotif n'existe pas, c'est une illusion de l'homme, et l'homme le sait fondamentalement qu'il n'y a pas d'équilibre émotif, ce qui fait qu'il recherche continuellement une sécurité émotive. C'est-à-dire qu'il recherche, il essaie de s'assurer que l'illusion de l'équilibre émotif, il le gardera plus longtemps. L'homme est continuellement en perturbation émotive. Mais de temps en temps, un processus inverse va s'opérer. C'est-à-dire que l'équilibre, l'astral de l'homme, l'émotivité de l'homme, elle est exprimée par le corps physique. L'homme émotif va rire, l'homme émotif va rougir, l'homme émotif va embrasser, l'homme émotif va serrer, l'homme émotif va tout gorocher. C'est-à-dire que l'homme exprime continuellement son émotion par son corps physique. Ce qui fait que l'émotion de l'homme perturbe le corps physique. Autrement dit, tu es stressé, tu as des ulcères à l'estomac. Tu es stressé, tu as des palpitations. Tu es stressé, tu as des tremblements. Tu as les mains moites. Tu es en extase. Psychologiquement, tu veux posséder quelque chose et tu te sers de ton corps physique pour pouvoir posséder la chose. Présentement, qu'est-ce qui voulait venir ici ce soir? Vos corps physiques ou vos cerveaux? Mais vos cerveaux se sont déplacés en manipulant le corps physique et vos jambes ont servi à déplacer votre cerveau jusqu'ici dans la salle. Et ça paraît comique, mais c'est le processus qui se passe. Lorsque c'est l'émotion qui vous amène quelque part, alors là, ce n'est plus l'intelligence dans le cerveau, mais l'émotion dans une partie du cerveau et dans le reste du corps qui se sert du corps pour déplacer le corps vers un endroit où l'émotion pourra s'exprimer. Et l'émotion s'exprime autant dans la colère que dans l'amour. L'émotion, on a une émotion de colère, une émotion d'amour, mais l'émotion doit vivre. L'émotion se fout royalement de savoir si tu es heureux ou malheureux. Elle doit s'exprimer. Et dans l'identification égoïque de l'homme, il y a une partie de lui qui recherche surtout le bonheur.
Et recherchant le bonheur, il a peur de ne pas avoir ce bonheur, donc il vit déjà le malheur. Le bonheur et le malheur sont reliés ensemble. L'homme émotif se sert de son corps et perturbe son corps. Mais pour perturber son corps, il doit perturber l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est quoi? C'est premièrement l'énergie sexuelle. C'est l'énergie qui transmet la vie. Et c'est aussi l'énergie qui anime votre corps. On a la matière physique, la matière dense, la forme, le corps. Le corps, ben ça aussi c'est du corps. L'énergie vitale d'une forme solide est tellement involuée, c'est-à-dire que son taux de vibration est tellement bas qu'il ne permet que de garder la forme mémorielle à la chose. L'énergie vitale hautement évoluée permet la vie, donc la transformation de la chose selon un rythme, selon un programme prédéterminé qui s'appelle la génétique. Et l'énergie vitale, elle a un rôle primordial à jouer dans la génétique. Donc, lorsqu'une plante va pousser, elle va subir l'effet, la perturbation vue par la matière, la perturbation de l'énergie vitale, et elle devra se transformer selon un programme préétabli, selon une photo, selon la génétique. Donc, si on prend une graine d'olive, on la plante, automatiquement, elle devra germer et produire un olivier. L'énergie vitale l'anime, mais elle reste cadrée dans une mémoire type, l'olivier. Si l'énergie vitale perturbe encore plus la matière, donc l'énergie vitale est encore plus hautement vibratoire, il pourra animer et permettre le déplacement. C'est ce qui est l'apanage des animaux et des animaux qui vont recevoir l'énergie hormonale pour en faire des humains. Cette énergie vitale, on la récolte en mangeant, on la récolte en respirant, on la récolte par le soleil, l'énergie solaire, l'énergie tellurique. On la récolte de plusieurs façons. Et cette énergie vitale, elle a comme fonction de permettre une transformation de la matière sans qu'il y ait perturbation de la matière de façon à empêcher l'énergie vitale de s'exprimer. Cela veut dire que l'énergie vitale, on pourrait l'appeler la santé. La santé est là comme fonction de conserver le corps physique de façon à ce que la santé reste dedans. Lorsque le corps physique est transformé, la santé ne peut plus résider et l'énergie vitale est perturbée car elle ne peut s'exprimer complètement selon son plan d'origine. Il y a donc maladie physique. L'énergie vitale, elle va créer la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on a une relation sexuelle, on transmet de l'énergie vitale et un peu de matière. La matière va être, par exemple, les spermatozoïdes et quelques autres substances qui vont permettre la vie, disons, du spermatozoïde. Mais ce qui fait que le spermatozoïde peut engendrer la vie, c'est-à-dire obliger la matière de la femme, l'ovule, à se transformer pour créer un être humain, ou un être si c'est un animal, c'est l'énergie vitale, et ce n'est pas le spermatozoïde. Là, je fais comme je le tenais par la queue, par le flagelle, là, mais disons, ce n'est pas le spermatozoïde. L'énergie vitale, elle peut de temps en temps perturber l'énergie psychologique, l'énergie émotive. Lorsque l'énergie vitale perturbe l'énergie émotive, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Chez la femme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement ceci. L'énergie vitale a une tendance à vouloir transformer l'énergie de l'émotion selon un cadre qui permettrait à l'émotion d'être équilibrée, d'être en harmonie. Mais l'énergie émotive a peur, et l'énergie émotive refuse l'équilibre. Elle refuse l'équilibre qui lui serait donné par quelque chose d'extérieur à elle. L'homme qui a trop d'énergie vitale est un homme qui lentement voit sa psychologie se transformer. Et pour éviter cela, l'homme psychologique va chercher dans ses mémoires des expériences où l'énergie vitale joue un rôle prépondérant, et il ira donc chercher l'extase sexuelle. Donc, il verra dans ce trop d'énergie vitale une solution tout à fait psychologique, non pas pour équilibrer l'énergie psychologique, mais pour nourrir l'expérience psychologique. Donc, l'homme qui a trop d'énergie vitale va donc essayer de se lancer dans une sexualité. Alors, soit la femme, soit l'homme, elles auront besoin de relations sexuelles ou d'expression sexuelle.
Alors, par relation, par masturbation, par plusieurs autres phénomènes qui peuvent être visuels, auditifs ou directement corporels. Donc, la psychologie qui pourrait être transformée par le feu de l'énergie vitale se voit dominer l'énergie vitale pour pouvoir s'en nourrir par une expérience qui sera donc la relation sexuelle. Et lorsque l'on enfante par amour psychologique, on ne peut pas enfanter d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les mécanismes de la conception. Donc, on va concevoir un enfant qui est, disons, donné par le hasard. Ce hasard, je peux me permettre de dire hasard parce que la personne qui a conçu l'enfant, les deux personnes qui conçoivent l'enfant, n'en connaissent pas les mécanismes. S'ils n'en connaissent pas les mécanismes, ils y vont aveuglément, donc par hasard. Lorsqu'un chien rencontre une chienne, ils ont des chiots. C'est par hasard. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. Il y a des mécanismes mathématiques qui vont régir la couleur du poil des chiots, leur grandeur, leur forme, leur métissage, si c'est un berger allemand avec un caniche. Bon. Alors, donc, ce n'est pas du hasard. Mais par rapport aux caniches et aux bergers allemands, ce sont du hasard. Ils ne connaissent rien, ils ont des chiots, puis ils savent même pas pourquoi. L'être humain fait une relation entre la relation sexuelle et l'enfantement. Mais sachez qu'en Polynésie, longtemps, l'homme ne faisait pas de relation entre l'enfantement et la relation sexuelle. Alors, on a beaucoup d'enfants, évidemment. Plusieurs places encore, c'est comme Juste ça. avant que tu ailles un petit peu plus loin, Daniel, tu veux-tu dire que comme les cellules originelles, qui sont le spermatozoïde et l'ovule, ont un pouvoir beaucoup plus grand que les autres cellules? Évidemment. Donc, ils peuvent fomenter Surtout le d'autres cellules. spermatozoïde, et ce n'est pas parce que l'homme est supérieur, mais surtout le spermatozoïde qui est déterminant dans le sexe. L'ovule reçoit, on va revenir là-dessus. Lorsque l'énergie vitale, donc, perturbe, essaie d'harmoniser l'énergie psychologique s'en défend bien et va perturber l'énergie vitale pour pouvoir exprimer une sexualité, c'est-à-dire pour pouvoir créer une expérience sensitive tellement puissante qu'elle nourrira d'une façon certaine la psychologie de l'homme. Donc, l'homme recherche l'espace sexuel, l'homme recherche, essaie même de diviniser le sexe pour se convaincre, pour éliminer une culpabilité qui lui permettrait un jour de découvrir la perte d'énergie reliée à une trop grande fréquence de relations sexuelles. L'énergie sexuelle, elle peut aider l'homme à évoluer, on en a déjà parlé à un moment donné en conférence, par différents processus qui sont extrêmement dangereux. Mais elle aide l'homme à évoluer de toute façon, lorsque tu enfantes. Lorsque l'énergie émotive vient perturber l'énergie vitale, tu auras donc une trop grande fréquence de relations sexuelles. Et lorsque l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, disons, vient perturber, l'inharmonie astrale pour l'harmoniser, il y a encore une fois une guerre, une crise. L'homme n'est pas sexué pour s'amuser. Sur un certain continent noir, la Lémurie, à un moment donné, l'homme s'est amusé dans la sexualité. Il a gaspillé son énergie vitale et il a perdu plusieurs possibilités qui étaient reliées à l'évolution de son corps physique par l'intermédiaire de la génétique. Ce faisant, cet homme a créé un karma au niveau de la Terre et qui est l'apanage des maladies vénériennes présentement au niveau de la planète. La maladie vénérienne, tu ne peux la recevoir que si tu es en relation avec un individu qui la possède. Faut-tu croire qu'Adam et Ève ont été créés qu'une maladie vénérienne? Sinon, comment ça se fait qu'elle existe sur la planète si tu ne peux pas la contracter autrement qu'en touchant quelqu'un qui l'a déjà? Mais qui l'a eu le premier? Adam ou Ève? Sinon, elle n'existe pas sur la planète. C'est, vois-tu, dans la génétique de l'homme, dans son évolution, lorsque certaines choses sont trop perturbées, il y a des mutations. Et lorsqu'il y a des mutations, et la mutation, elle est reliée à la génétique, elle est donc régie par l'énergie vitale, lorsqu'il y a mutation, on engendre donc de nouveaux phénomènes, dont des maladies. On a la pneumonie, on a différentes maladies qui sont reliées à d'autres karmas qui ont été découverts, enfin qui ont été créés sur le continent atlantéen, et l'énergie sexuelle a été dilapidé au niveau de la Lémurie, ce qui a créé un karma, ce qui a engendré une mutation chez certaines personnes qui ont pu donner des maladies qui lentement ont été
par évolution de la maladie, se sont développés en maladie vénérienne. Une autre partie de l'énergie sexuelle a servi à la création du cerveau. Pendant un moment donné, pendant un certain temps, l'homme était unisexué, c'est-à-dire hermaphrodite. L'homme avait les deux sexes. Et l'homme était capable d'engendrer par plusieurs moyens qu'on va laisser tomber présentement. Et à un moment donné, l'homme s'est vu retirer la moitié de son énergie sexuelle pour construire le cerveau, ce qui a obligé l'homme à devenir bisexué, c'est-à-dire sexué, c'est-à-dire que la moitié de mon énergie sexuelle servant à construire mon cerveau, l'énergie vitale, je n'étais pas suffisamment puissant en énergie vitale pour pouvoir transmettre, voire procréer. J'ai donc dû m'accoupler à une autre moitié d'énergie vitale qui était en train de fabriquer son cerveau, et ensemble on avait le quota vital suffisant pour engendrer, ce qui a amené la sexualité. L'énergie vitale, lorsqu'elle ne sert pas à la sexualité, elle sert donc à développer, à harmoniser l'énergie psychologique et à développer le contingent mental. C'est pourquoi, mal compris, plusieurs religions, plusieurs sectes, doctrines se sont vouées à ne jamais transmettre par la sexualité. Donc, ils appelaient ça la chasteté. Maintenant, forcer l'énergie sexuelle à ne pas s'exprimer selon les lois qui sont corporelles, c'est nuisible. Lorsque la psychologie décide de faire un vœu de chasteté, ce n'est pas naturel. Lorsque la psychologie décide d'avoir une relation sexuelle pour s'amuser, ce n'est pas naturel. La chasteté va aider l'homme à évoluer, sauf si l'homme, évidemment, se croit chaste, mais ne l'est pas. Ce qui est le cas de plusieurs personnes qui ont fait des vœux de chasteté. Bon, je ne dirai pas tout ce qu'ils font, là, mais ils sont pas chastes. Bon. La chasteté, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle est l'apanage des êtres stupides. Je ne veux pas dire par là que ceux qui ont fait vœu sont stupides. Je veux dire que l'être humain qui ne comprend pas les mécanismes est un être humain qui se voit imposer des moyens d'évoluer, parce qu'il ne les comprend pas. Alors, si vous n'avez pas de psychologie suffisamment avancée pour pouvoir contrôler votre régime sexuel, vous allez donc devoir accréditer le vœu de chasteté, si vous voulez évoluer, ou vous trouvez une raison philosophique qui vous permet de dilapider votre énergie sexuelle n'importe comment. Parce que là, ça ne dérange plus. Tout est question de psychologie, au niveau de la culpabilité émotive. Mais au niveau de l'énergie vitale, il y a deux phénomènes qui se passent. L'homme a une espèce de condensateur énergétique. Il ramasse de l'énergie vitale, il remplit ce réservoir. Lorsque le réservoir est plein, l'excédent peut commencer à faire évoluer l'homme, mais elle peut aussi servir à féconder, à transmettre la vie. Mais l'homme qui évolue sans jamais enfanter ne sert pas à grand-chose. La génétique, elle est importante. Si moi, je parviens à un moment donné à une évolution X, et toi, tu parviens à une évolution Y, si tous les deux nous pouvons enfanter, nous avons un enfant qui sera plus évolué que moi et que toi, parce que l'enfant a dans son corps physique l'évolution matérielle des deux entités. Et c'est la première fois que je me sers d'un tableau pour faire une conférence, c'est parce que j'ai des choses, je pense, que vous allez pouvoir comprendre seulement si je vous explique. En dessin. Alors voilà. La majorité, premièrement, l'homme évolue. Vous avez des yeux bleus. Et votre concubin Bin a des yeux bleus. Vos parents avaient des yeux bleus. Et ses parents avaient des yeux verts. Évidemment, si on remonte dans l'arbre généalogique, on trouve d'autres choses. L'enfant qui va naître a des fortes possibilités d'avoir les yeux bleus. Mais à un moment donné, de temps en temps, il peut arriver que les deux parents qui ont les yeux bleus vont enfanter un enfant qui a les yeux verts. Parce que dans la génétique de l'un des deux, il y a des yeux verts. Mais pour que l'enfant ait les yeux verts, il faut aussi que dans les arrière-grands-parents, quelqu'un quelque part ait eu aussi les yeux verts. Cela veut dire que lorsque l'homme enfante, il enfante un enfant qui est le résultat du mélange des deux races, de la femme et de l'homme. Cela veut dire premièrement que pour faire une conception intelligente, je dois connaître ma femme ou mon mari et je dois savoir ce qui se passe dans leur famille.
Je parle d'une conception intelligente qui va être régie par l'amour mental et non pas par l'amour psychologique. Je trouve ton corps tellement joli que je vais avoir un enfant de toi. Ben, mon enfant, si c'est un gars, il ressemblera pas à ma femme. Mais on a des idées psychologiques qui nous amènent là. On a aussi des idées morales qui parlent de la famille. C'est évident que la famille, c'est important. Il n'y a pas d'évolution qui se fait s'il n'y a pas d'enfant qui naît. Maintenant, l'idée même, c'est que je vais essayer de simplifier ça au maximum, mais c'est important que je l'explique pour qu'on puisse comprendre. Il y a des chromosomes chez l'homme, chez la femme, et on a, disons, un certain nombre de chromosomes, 46, mais on s'en fout. Ce qui arrive simplement, c'est qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une chaîne qui s'appelle ADN. Cette chaîne, elle reçoit différentes protéines, disons différentes molécules chimiques, qui viennent se greffer sur cette chaîne. Et le support de la chaîne chimique, c'est un sucre, le désoxyribose, mais on s'en fout encore une fois. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que, disons qu'ici, j'ai orange, puis ici, j'ai un carré. J'ai un cercle, un carré. Lorsque nous avons une division cellulaire, cette chaîne doit se diviser en deux. Et la partie manquante va être recréée exactement comme ce qui est là. Donc, une cellule qui se divise en deux crée deux cellules absolument identiques. Elles sont pareilles. Si, au lieu de mettre un rond, je mets un carré ici, je transforme quelque chose dans ma cellule. Disons que le fait de mettre un carré au lieu d'un rond fait qu'au lieu d'avoir les yeux verts, nos yeux vont être bleus. Il faut plus de changements pour donner cela, mais disons qu'en résumé, ça donnerait cela. Alors, ce qui fait que le fait de changer une seule chose sur cette chaîne transforme ce qui va naître. J'ai deux cellules parfaitement identiques et j'expliquais dernièrement que vos cellules se multiplient et elles se reproduisent. Elles se reproduisent. Pourquoi vieillissez-vous? Parce qu'à un moment donné, les deux cellules qui se reproduisent n'ont pas le même quota d'énergie vitale, ce qui fait qu'il y a mutation dans l'ordre génétique et la cellule qui se divise en deux, vous avez une cellule de peau qui est morte, elle tombe quand vous l'avez, elle est remplacée par une autre cellule, identique, qui a les mêmes fonctions, mais qui est de plus en plus épuisée, ce qui est inexplicable dans la logique des choses, et même la médecine ne le comprend pas. C'est pourquoi la médecine finit par admettre que le vieillissement pourrait être une maladie. Lorsque deux cellules, disons, peuvent s'accoupler parce qu'elles seraient sexuées, lorsque l'arbre se divise, on aurait donc deux arbres, celui des deux cellules ou des deux parents, et lorsque l'arbre se divise en deux, chaque moitié vient se relier à l'autre. Ce qui va engendrer un mélange. Maintenant, évidemment, c'est régi par différents lois. Je vous résume ça. Ce qui fait que si la femme a tel genre de... Ici, j'ai un cercle, un cercle. Si la femme vient se mélanger, j'ai un cercle et un autre cercle, j'ai mes yeux bleus. Si j'ai un cercle et ici, j'ai un carré, je commence à avoir une différenciation dans les yeux. Si tout ce schéma ici régit les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 7, c'est très ésotérique, mais ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que c'est un hasard? Bon. Alors, si ceci vient régir les yeux, si j'ai exactement les mêmes, le même nombre de cercles, le même nombre de carrés, j'ai mes yeux bleus. Si ma femme m'amène un carré placé au niveau d'un cercle, elle m'amène une autre chose, un cercle placé au niveau du carré, si j'ai suffisamment de transformation, je peux avoir des yeux d'une autre couleur. Ça, c'est pour les yeux, ça va bien. Le problème, c'est que la conception de l'enfant ne se fait pas juste à l'œil. Hein? Souvent, on fait ça le soir, de toute façon, on ne voit pas ce qu'on fait. Bon. Alors, on a des résultats qui nous inquiètent à un moment donné. C'est jamais arrivé encore qu'on a acheté le bébé et gardé la suite, même si des fois, il y en a qui disent que c'est ça, là. Mais, lorsque l'être humain, la femme et l'homme se rencontrent, ils vont donc devoir, s'ils enfantent, s'ils conçoivent, partager leur bagage génétique ensemble. Cela veut dire que si dans mon échelle, tout à l'heure, je vous montrais, j'ai certaines perturbations qui viennent définir une maladie coronarienne. J'ai des probabilités
d'avoir une maladie du cœur. Ça veut dire que mon cœur risque d'être formé d'une façon pas tout à fait correcte. Ma femme n'a aucun problème cardiaque. Alors, si nous enfantons, les enfants devraient ne pas avoir de problème cardiaque, même si dans leur génétique, ils ont la probabilité de problème cardiaque. Cela veut dire que ces enfants-là qui ont aucun problème cardiaque, mais qui ont la possibilité, si un jour ils enfantent avec une femme qui n'a pas de maladie cardiaque, mais qui a la possibilité, elle aussi, ils risquent d'enfanter un enfant qui aura des problèmes cardiaques. Donc, intelligemment, on devrait faire en sorte, pour améliorer la race et pour améliorer l'évolution, d'enfanter des enfants qui n'auraient pas de tort physique. Ça, c'est l'idée de bien des chercheurs qui ont essayé de jouer dans la génétique. C'est pas de ça que je vais vous parler ce soir, ça c'est stupide. Ce qui arrive simplement, c'est que la majorité de votre évolution, qu'est-ce qu'elle amène chez vous? Mais à l'origine, quand vous étiez jeune, vous étiez des innervés. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement que dans certaines de vos cellules, il y a eu des transformations, des mutations génétiques qui font que présentement vous êtes changé. Et ces mutations vont aussi amener votre vieillissement. La mutation dans l'arbre, ici, elle est régulière. Chez l'homme, elle est régulière. Il y a une expérience, à un moment donné, qu'on a menée en Angleterre. L'expérience avait été faite avec des papillons. Papillons qui vont sur le bouleau. Ces papillons ont des ailes blanches. Et lorsqu'elles atterrissaient sur les bouleaux à papier, les bouleaux blancs, les oiseaux ne pouvaient pas les voir. À un moment donné, certains chercheurs ont découvert que la même sorte de papillon avait commencé à avoir une mutation, c'est-à-dire que certains naissaient les ailes noires. Et évidemment, lorsque papillon aux ailes noires atterrit sur un bouleau, évidemment, tous les oiseaux du quartier se garochent dessus. Ce qui fait que la mutation, elle est fréquente. Mais la nature s'arrange pour tuer celui qui n'est pas adapté dans la mutation et de donner la possibilité à la race forte, à ceux qui sont adaptés, de pouvoir survivre. Ce qui est normal et intelligent. Chez l'homme, par contre, l'intelligence, on l'aurait mis aux poubelles et on se servait de notre émotion pour faire vivre des monstres, pour pouvoir essayer de préserver la vie inutilement jusqu'à l'âge 3-4 ans d'un enfant qui n'est pas viable, pour essayer de faire vivre les mutations que la nature refuse. C'est normal qu'il y ait une mutation chez l'homme. La radioactivité engendre des mutations qui est réellement débile, mais il y a aussi des mutations normales. La cigarette va engendrer des mutations, mais elle peut surtout engendrer des mutations chez les cellules qui sont en train de grossir le fœtus. La mutation, elle existe chez l'homme qui vit. Mais la mutation, elle est potentiellement possible chez le fœtus dans le ventre de sa mère. Donc, on va y revenir aussi, il y a énormément de précautions à prendre lorsque l'on porte un enfant pour faire en sorte que la génétique puisse aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire enfanter, créer un enfant, un embryon, un fœtus et un enfant nouveau-né qui sera dans un état le plus parfait possible. Et c'est d'ailleurs le but de l'évolution physique. Vous allez voir que l'évolution physique est proche en maudit avec l'évolution spirituelle, puis tous les genres d'évolution qu'on veut bien se plaire à croire. Les chercheurs d'Angleterre ont découvert, par contre, que la pollution de l'air était en train de faire en sorte que les bouleaux de Londres étaient de plus en plus noirs. Parce qu'ils étaient recouverts de suie. Ce qui fait que 15 ans après, 90% de ces papillons en bouleau naissaient les ailes noires et les blancs mouraient, bouffés par les oiseaux. Parce que les papillons noirs, atterrissant sur les bouleaux qui étaient recouverts de suie, étaient invisibles. Donc, la mutation, par hasard, on pourrait dire, là, elle a permis à cette race d'être sauvée. Mais si les bouleaux seraient restés blancs, c'est-à-dire que partout en Angleterre, les papillons qui naissent noirs meurent. Mais à Londres, les papillons qui naissent blancs meurent. Et c'est la même sorte. Ce qui fait que, lentement, tous les papillons blancs de Londres vont être détruits. Il ne restera que des papillons noirs. Et à la longue, les vestiges qui donnaient de temps en temps la possibilité à deux papillons noirs d'enfanter papillons blancs vont disparaître et on aura donc une nouvelle race. Et la nouvelle race, on parle de race du Verseau, on parle d'un paquet d'autres races. Mais ça vient de la même manière. L'individu trop faible meurt. C'est normal. L'individu plus fort survit. Lorsque la science de l'homme, lorsque la science qui vient du mental, permet à la race humaine de pouvoir, disons, permettre à un individu non viable normalement de pouvoir vivre, cela n'est pas nécessairement mauvais. Cela peut être très bon. Mais si vous êtes hémophile
et que je vous permets de vivre, la science permet à l'hémophile de vivre, et que l'hémophile engendre avec une autre personne hémophile, on crée un enfant hyper-hémophile. La science lui permet de vivre, et s'il engendre avec un autre hémophile, à un moment donné, il y a une absurdité. Normalement, l'hémophilie aurait disparu de la planète depuis longtemps si la science ne se serait pas vouée à faire vivre les hémophiles. Moralement, cela paraît extrêmement dur à accepter. Mais présentement, si l'homme a des torts physiques, c'est parce qu'il s'est évertué à conserver ses torts sur la planète. Cela ne veut pas dire de tuer l'enfant qui naît hémophile. Cela veut dire que l'enfant qui naît hémophile devrait au moins enfanter qu'une personne qui n'a aucun symptôme d'hémophilie. L'enfant qui va naître va être moitié probable hémophile, moitié probable non hémophile. Mais lui devra se concevoir avec une autre personne totalement non hémophile. Ce qui fait qu'à la longue, on n'a pas tué personne, mais l'hémophilie disparaît quand même. Adolf Hitler avait suggéré un moyen plus barbare et plus radical. On élimine toutes les malades de sa planète, on garde les supérieurs. Mais c'est pas le schéma de l'évolution. Parce que ceux qui sont malades ne sont pas plus malades puis supérieurs, tout dépend du contexte. Les papillons blancs sont-ils malades ou les papillons noirs? Mais ça dépend de leur contexte. Ceux qui vivent à Londres, les malades, c'est les blancs. Ceux qui vivent en campagne, les malades, c'est les noirs. Alors, ce qui fait que ce n'est pas en éliminant quelque chose sur la planète qu'on règle le problème. Mais c'est en faisant attention à la conception de l'enfant. Cela veut dire que, tout ça pour parler de la mutation, continuellement, chez vous, dans vos gènes, il y a des transformations, il y a des mutations. Ce qui fait que la race se transforme. Mais, la mutation chez l'homme, vous faites du yoga pendant 115 ans, veut pas, votre corps va devoir se muter. Les cellules qui vont renaître devront être plus souples. Les cartilages devront être transformés par des cartilages toujours souples. Quelqu'un qui fait du yoga n'a pas besoin d'en faire le restant de ses jours. À un moment donné, il garde sa souplesse. Il garde tout ce qu'il a besoin de garder. Et pour le garder, cela veut dire qu'il y a des transformations dans son arbre génétique qui fait en sorte que les cellules qui se reproduisent ne sont pas des cellules sèches, des cellules tendineuses extrêmement rigides, mais des cellules qui gardent leur souplesse. Et pas seulement par l'exercice, par la pratique. C'est ce que l'on pense, mais c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, la personne, elle est souple, elle paraît jeune. Cette personne-là, le problème, c'est que dans sa génétique apparente, il y a des choses. Mais si elle enfante, il y a un problème. L'enfant ne sera pas nécessairement souple, sauf s'il fait du yoga. Alors, si on est obligé de forcer nos enfants à refaire la même éducation que nous autres pour avoir le même résultat, c'est que notre résultat n'est pas transmissible par la génétique. S'il n'est pas transmissible par la génétique, c'est qu'il ne sert à rien dans l'évolution réelle de la planète. Vous êtes présentement évolué comme vous êtes. Pourquoi? Parce que vous êtes venu au monde avec un cerveau qui était adéquat à votre évolution. L'homme, aujourd'hui, il se fout pas mal des enfants. Il se fout pas mal de l'avenir. Il veut évoluer lui-même tout seul. Puis au diable le reste. Bon, on aime bien les enfants, mais quand ils sont tannants, ils n'aiment plus. Puis qu'est-ce qu'on fait réellement pour être sûr qu'ils vont avoir quelque chose d'intelligent? Pas grand-chose, c'est moi qui vous le dis. Vous le savez de toute façon. Mais vous êtes venu au monde avec un cerveau qui avait une probabilité de potentiel. Si votre cerveau aurait été magané à la naissance, vous auriez été pas mal moins évolué que vous l'êtes présentement. Donc, et ce n'est pas en remerciant vos parents ne savent même pas ce qu'ils faisaient. C'est l'évolution normale de la race. L'évolution physique, qu'est-ce qu'elle a d'important? C'est que c'est par l'évolution physique que l'homme exprime l'évolution supérieure. Si vous n'avez pas de langue, si vous n'avez pas de bras, prenez votre cerveau puis placez-le dans un corps de chien. Votre expérience évolutive va s'arrêter. Vous ne pourrez plus rien faire de vos quatre pattes. Le corps du chien n'est pas adapté à un cerveau intelligent. Et le cerveau du chien n'est donc pas fait pour recevoir une énergie intelligente. Parce que ce ne serait pas intelligent. Lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez le résultat génétique de nos arrière-grands-parents. Et quand je parle de nos arrière-grands-parents, je parle des Vikings. Je parle de tous ceux qui sont passés avant vous autres, aller jusqu'à l'Australopithèque, le Pithecanthrope et en arrière. Et c'est par l'évolution génétique que l'homme est venu au monde avec un cerveau qui lui permettait de comprendre la causalité, les causes des choses dans le monde qu'il vit, qui ça lui permettait aussi d'entrevoir un monde spirituel, de prendre conscience qu'il vivait, qu'il était présent dans son corps, ce que l'animal ne fait pas, et ce qui lui a amené aussi une identification psychologique, mais pas qu'un autre problème. Vous n'avez pas un physique adéquat, vous ne pouvez pas évoluer adéquatement. Et c'est normal. Vous n'avez pas un physique adéquat, vous allez évoluer.
Mais c'est parce que vous en avez eu un comme vous avez présentement à la naissance, peut-être que vous l'avez déformé un peu en vieillissant, c'est-à-dire en ne faisant pas attention à votre corps physique et à votre énergie vitale, en faisant plus attention à l'énergie psychologique et émotive. Vous en êtes rendu, vous savez que vous en êtes rendu. Mais si, par malheur, vous ne seriez pas né dans le corps que vous habitez présentement, vous seriez encore bien pire que vous êtes là. Ou bien mieux, pourront dire certains, ceux qui auraient préféré avoir un corps meilleur. Vous naissez de parents alcooliques, le contexte d'éducation peut vous amener à devenir alcoolique. Mais vous avez aussi des informations génétiques au niveau de votre cerveau qui accèdent facilement à la manipulation de l'alcool. Lorsque deux jumeaux identiques viennent au monde, qu'est-ce que c'est que deux jumeaux identiques? On a un ovule chez la mère et on a deux spermatozoïdes qui viennent féconder le même ovule. Et deux jumeaux non identiques, on a deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes, donc on aura donc deux enfants différents. Jumeaux, parce qu'ils naissent en même temps, mais différents. Les jumeaux identiques vont être le même ovule fécondé par deux spermatozoïdes. Puis il y a d'autres moyens d'avoir des jumeaux identiques, un spermatozoïde qui... il y a plusieurs phénomènes, disons que je vais vous sauter par-dessus. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on a des jumeaux identiques. Lorsque un spermatozoïde vient féconder le même ovule, c'est-à-dire que les jumeaux ne seront pas totalement identiques, et on a aussi une division d'ovules avec un spermatozoïde qui va créer deux jumeaux identiques, un paquet de phénomènes dans le genre. Si on a deux jumeaux identiques, mais totalement identiques, les mêmes yeux, les mêmes grandeurs, de tout ce que vous voudrez, parfaitement pareil, ben ils auront le quotient intellectuel identique, et ils auront les mêmes probabilités d'intelligence. Leur cerveau et leur évolution, leur goût et tout ça sera similaire. L'éducation de ces deux jumeaux, donc éduqués dans deux endroits différents, va légèrement transformer et altérer la similitude. Mais au départ, ils étaient identiques. Le corps physique est celui qui va déterminer votre évolution. C'est évident que si vous avez deux jambes pour marcher, que vous pouvez changer de pays puis voyager, vous allez voir bien plus que si vous naissez, pas de bras, pas de jambes. Alors, le corps physique, puis ça n'arrête pas juste au niveau des jambes. Il faut aussi que vos jambes vous portent longtemps en maudit. Il ne faut pas qu'ils vous fassent trop souffrir. Il ne faut pas que votre corps physique vous amène à expérimenter la souffrance et la douleur continuellement. Il y a une expérience là-dedans, il y a une évolution là-dedans, mais c'est pas celle-là que l'humanité, que l'ésotérisme essaie de donner à l'humanité. Donc, la conception de l'enfant, elle est primordiale parce que c'est l'enfant qui représente la race de l'avenir. Si l'enfant représente la race de l'avenir, l'enfant représente donc les probabilités d'un avenir plus intelligent, d'un avenir meilleur, c'est-à-dire que, levez donc la main ceux qui croient à la réincarnation ici. J'aimerais que tous ceux qui croient à la réincarnation lèvent la main. Bon, ça fait beaucoup de monde. Si vous croyez à la réincarnation, cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez être enfanté par quelqu'un. Et vous espéreriez, n'est-ce pas, facilement que votre père et votre mère soient en bonne santé physique. Si votre père et votre mère sont deux génies physiques, des surhommes, vous allez vous réincarner dans un corps de surhomme. Alors, juste au niveau d'idée de la réincarnation, on a donc là une importance fondamentale à vérifier la conception des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais renaître. Puis si l'immunité est toute débile, ben moi renaître d'un corps de débile, mais être débile moi aussi. Ça, on appelle ça l'involution génétique. Et si on s'efforce d'évoluer la race, donc de faire attention à la conception. Puis présentement, je vous dis pas ça pour que vous commenciez à tout checker trop tard. Bon. Non. C'est simplement pour informer l'astral de certaines choses qui vont arriver à un moment donné dans l'avenir. L'enfant doit être conçu par un père qui a une certaine forme d'évolution, par une mère qui a une certaine forme d'évolution. Le mâle, dans le plan matériel, est supérieur à la femelle, mais une chose qui est importante, c'est que ce qui anime ces deux corps-là n'est pas sexué. La femme n'évolue pas plus que l'homme, puis l'homme n'évolue pas plus que la femme. Si je vous donne un petit exemple encore, j'en profite, imaginez-vous que ça c'est une femme, puis que ça c'est un homme. Et l'esprit qui évolue expérimentalement dans les deux, c'est le même. C'est pas parce qu'il y en a un qui est féminin, féminin et l'autre qui est mâle, qu'il y en a un qui évolue plus que l'autre. Mais par contre, l'expression de l'énergie intelligente à travers une femme, c'est pas la même qu'à travers un homme.
Ça, c'est encore une preuve que le corps physique, ça a une maudite importance dans l'expression d'énergie intelligente. Pourquoi qu'on a juste des hommes dans l'Antiquité qui ont évolué? Pourquoi que c'est quasiment même des hommes qui réussissent à rentrer en contact avec Dieu? Dans l'Antiquité, dans presque toutes les religions. C'est parce que dans le corps de l'homme, l'énergie intelligente s'exprime plus facilement à l'époque. Aujourd'hui, le corps de la femme, mental, c'est les neurones qui sont importants. Surtout. Aujourd'hui, le corps mental de la femme, le cerveau est quasiment le similaire à celui de l'homme, puis de temps en temps, il est parfaitement pareil, puis de temps en temps, il est supérieur. Donc, en gros, présentement, l'énergie intelligente va s'exprimer autant chez la femme que chez l'homme. Et, à un moment donné, on va avoir du monde, disons, si on parle de grands maîtres, qui vont être autant femelles que mâles. L'enfant doit être conçu, non pas parce que psychologiquement on veut des enfants. Ça, on finit toujours par le regretter à un moment donné. On doit concevoir un enfant parce qu'on connaît les lois, on sait que c'est intelligent, parce que c'est l'évolution de la race. Mon corps physique se réincarne instantanément dans l'enfant, moi je suis dans lui. Pas mon moi psychologique. C'est juste lui qui veut survivre, mais c'est pas avec lui qui va survivre, le corps continue à survivre. Et si je me réincarne, de toute façon, j'aime autant bâtir un avenir immédiatement. L'enfant, c'est un processus qui permet à une énergie évolutive de pouvoir se servir d'un corps pour pouvoir expérimenter une évolution sur la planète. Plus on va fournir de corps adéquats à ces esprits qui veulent évoluer, plus vite l'évolution va se faire. Autant pour nous que pour la planète. Et si un jour, réincarnation ou pas, si un jour je reviens sur la planète par l'intermédiaire de l'enfantement, de la naissance, ben c'est évident que si l'humanité a évolué dans l'évolution du corps, j'aurai donc un corps mieux adapté à l'expression d'une énergie intelligente. L'expression spirituelle, l'expression religieuse, l'évolution totale que l'homme essaie de rechercher, elle est possible que si le corps le permet. Et ça, l'homme s'est toujours refusé de l'admettre. Pourquoi l'Inde, qui a été le premier support de la race blanche, de la race aryenne, pourquoi l'Inde est présentement un pays mort? Où on a de la drogue par-dessus la tête, un paquet de religions qui bannissent le corps, puis qui flagellent le corps, puis qui détruisent le corps, où on ne voit pas d'importance au corps, et où on s'imagine simplement que plus tard dans l'avenir, quand on va se réincarner, ben là on commencera à évoluer. Ben ceux qui se réincarnent dans un corps qui les attire. Ils ont une évolution expérientielle sur la planète, donc ils ont une forme de vibration. Et lorsqu'ils doivent se réincarner, ben ils vont aller dans un corps qui s'adapte à la vibration. C'est pas parce que tu fais le fou aux Indes que tu vas te réincarner roi et riche aux États-Unis. Non. Ton évolution au complet, elle a une forme de vibration, et le corps qui va naître attire une vibration similaire. Tu as fait le fou aux Indes, tu renais aux Indes, c'est normal. Et tu renais dans le contexte qui t'a créé, qui t'a construit, qui t'a énergisé. Donc l'Inde est un pays mort. Spirituellement, c'est capote. L'Inde n'amène plus rien à l'humanité. Elle a servi de support à l'humanité, à l'époque de Rama. Mais présentement, l'Inde, qu'est-ce qu'elle fout à l'humanité? Absolument plus rien. L'évolution, où elle se passe? Elle se passe pas aux Indes, elle se passe pas au Japon ni en Chine, elle se passe en Europe et aux Amériques, en Amérique du Nord. Là, l'évolution se passe. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement qu'au cours des 2 dernières guerres, puis c'est après la dernière guerre mondiale, que le continent nord-américain et européen ont commencé réellement à grimper au niveau d'évolution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est simple, les guerres qui ont été divines au niveau d'évolution de la planète, qu'est-ce qu'elles ont amené? Ben elles ont forcé les races à se mélanger. La majorité des races ont sacré le camp pour s'en aller aux États-Unis. Les États-Unis n'en voulaient pas, ils ont passé par le Canada pour aller aux États-Unis. Donc, on a eu un métissage extraordinaire des races. Ayant un métissage extraordinaire des races, on a eu des enfants débiles et on a eu des enfants géniaux. On a eu une race plus forte. Une race qui est capable maintenant d'exprimer une énergie supérieure à ce que l'humanité n'a jamais exprimé. Donc, l'évolution se passe en Amérique du Nord, sur la planète présentement. C'est normal. Et elle se passe aussi au Québec pour des raisons telluriques qu'on a vues lors du dernier symposium. Donc, la race humaine, elle a une évolution qui est en relation avec la corporalité. L'évolution s'exprime dans la matière. L'expérience se fait par le corps. Et non pas autrement. Et le corps exprime l'énergie intelligente. L'enfant doit donc être conçu. Plus tard, c'est ce qui va arriver de toute façon,
c'est possiblement faisable encore pour des êtres humains. Lorsque l'homme et la femme, lorsque le couple essaie d'évoluer et qui par après ils vont engendrer, des maudites fortes chances que l'enfant suive l'évolution du couple. Mais lorsque le couple engendre, et par après le couple découvre la conscientisation et qu'il essaie de s'y diriger, là ça peut être drôlement difficile ce que les enfants suivent. Parce que les enfants ne sont nés d'une génétique des parents, mais des arrière-parents, et non pas d'une génétique nouvelle créée par la transformation des deux parents. On se marie, puis on a des enfants tout de suite. Commencez par vous marier, puis commencez par vous transformer. Cela veut simplement dire que la mutation, elle se fait. Lorsque l'homme veut avoir un enfant, il n'y a pas une relation sexuelle une fois par jour jusqu'à temps qu'à un moment donné, le médecin dise à sa femme qu'elle est grosse, qu'elle est enceinte. Le cadre même, présentement c'est totalement faisable, et le cadre même qui devrait amener deux êtres à avoir une relation sexuelle pour concevoir un enfant, devrait être un cadre qui a une harmonie, et une harmonie avec la psychologie des concepteurs, des créateurs. Une création qui va se passer. Et c'est pas simplement par accident qu'on devrait la faire. Ça, c'est important. Ça vaut pas la peine de se culpabiliser si à un moment donné c'est par accident, ça change rien. On parle pas du passé, on parle de l'avenir. Si l'entourage, si le cadre est harmonieux avec la psychologie, l'enfant, il s'en fout des couleurs. Mais si toi, t'es stressé par les couleurs de ta chambre, ben t'es pas dans un cadre intelligent pour concevoir un enfant. L'enfant s'en balance des couleurs. Le spermatozoïde et l'ovule vont vibrer ce que la psychologie de l'homme présent les oblige à vibrer. Vous savez, si vous vous faites violer, vous n'aurez pas le même genre d'enfant que si vous le concevez dans une harmonie très équilibrée. Parce que l'ovule qui va être fécondé vibre d'une manière qui n'est pas tout à fait correcte, qui n'est pas en relation, en harmonie avec la vitalité de l'homme et de la femme. Donc, le fœtus qui va se développer va être évidemment l'évolution du violeur et de la violée. Ça peut donner un enfant absolument génial. Si c'est les chromosomes, c'est-à-dire que si c'est la génétique de ses parents, au bonhomme, qui vient donner l'enfant, et non pas le bonhomme. Concevoir l'enfant, cela veut dire créer un cadre harmonieux pour notre psychologie, pour que notre psychologie ne vienne pas influencer notre énergie vitale. Cela veut surtout dire savoir pourquoi nous allons enfanter. Pourquoi nous allons concevoir un enfant. Cela veut dire un mariage intelligent et non pas un mariage émotif. Cela veut dire que si nous concevons un enfant, nous connaissons les problèmes reliés à l'éducation de l'enfant. Cela veut dire que nous ne nous divorcerons pas, nous ne nous séparerons pas tant que l'enfant ne sera pas capable de fonctionner tout seul. Et cela veut dire qu'avant la conception de l'enfant, nous avons déjà élaboré un cheminement d'éducation. Cela veut dire que nous allons concevoir d'une façon conséquentielle un enfant. Cela veut dire que nous savons ce que nous faisons, et c'est parce que nous le savons que nous le faisons. C'est cela, concevoir un enfant. Sinon, il y a conception d'enfant, mais il n'y a pas eu de créatures créatrices qui ont conçu un enfant. Il y a eu deux êtres biologiques qui ont donné la naissance à un enfant selon des lois biologiques qui ne regardent pas la création. L'homme n'est pas un créateur lorsque l'homme crée un enfant, s'il n'a pas voulu créer d'enfant. Lorsque vous parlez, ou encore lorsque vous allez aux toilettes, vous créez. Lorsque vous digérez, vous créez, vous transformez. Mais vous n'êtes pas des créateurs, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Et lorsque vous décidez de concevoir un enfant, c'est parce que vous savez que vous aurez à l'éduquer. C'est-à-dire à faire en sorte que l'esprit qui va l'animer puisse se servir de ce corps-là pour expérimenter d'une façon la plus efficace possible ce qu'il a à expérimenter. Et non pas ce que vous pensez qu'il doit expérimenter, et non pas ce que vous auriez voulu expérimenter, et non pas ce que la société veut qu'il expérimente, et non pas rien de ça. Concevoir un enfant, cela veut dire que nous savons ce qui se passe, donc nous devons créer des conditions vibratoires physiques adéquates à la conception de l'enfant. Cela veut dire que le cycle, cela veut dire que normalement, vous devriez avoir, si on veut parler matière, la femme devra commencer à avoir un rythme de vie harmonieux, un rythme de vie propre,
une bonne nourriture pour harmoniser le physique, si possible, pas de viande, pour plusieurs raisons karmiques et de nutrition. Elle devra vivre dans un air qui sera en harmonie avec elle. Elle devra au moins ovuler 3 à 4 fois avant de penser à concevoir, parce que les ovules créés sont en vibration relativement harmonieuse avec les harmonies qu'elle essaie de fuir. Donc, ce n'est pas parce que là je suis calme à soir qu'on peut concevoir. Tout mon schéma qui a réussi à libérer l'ovule est totalement inharmonieux. Donc, tu veux te dire, Daniel, que chaque cycle, chaque ovulation, si tu veux, a des taux vibratoires différents Ils suivants. sont en relation avec le vécu psychologique, émotif et physique de la femme. Il en est de même pour le bagage de spermatozoïdes. C'est-à-dire que l'homme doit aussi épuiser différentes quantités de spermatozoïdes avant de commencer à penser se servir d'une quantité pour pouvoir faire pour arriver à faire une ovulation. Pas une ovulation, mais une fécondation. Tu parlais tantôt de cellules, à un moment donné, qui... Je vais juste finir parce qu'il nous reste 2 minutes. On pourrait y revenir après. Donc, la femme doit, on appelle ça se purifier. Ben, il n'y a rien de sale là-dedans, là, c'est un terme qu'on emploie qui est bien barbare, là, parce que la femme n'a pas à se purifier, elle est pure, là, avec. Bon, sauf qu'elle devra éliminer des matières physiques qui ne sont pas en vibration adéquate pour la conception d'un enfant. L'homme devra faire la même chose. Donc, il y a une préparation qui dure un certain nombre de mois avant qu'il y ait, disons, relation sexuelle pour concevoir un enfant. Lorsqu'il y a conception de l'enfant, évidemment, la femme et l'homme doivent poursuivre l'évolution du fœtus, l'évolution de l'enfant au sein de la mère pendant 9 mois. Et cette évolution devra toujours tenir compte de la probabilité mutatoire des gènes qui constituent l'enfant. C'est-à-dire que si tu fumes, l'enfant peut avoir des déformations au niveau des gènes. Donc, la préparation antérieure ne sert à rien. Ton évolution ne sert à rien si ta femme se drogue le temps qu'elle porte l'enfant. Parce qu'il y aura des mutations génétiques qui viendront perturber la formation du corps, ce qui perturbera évidemment l'expression des énergies qui voudront évoluer par l'intermédiaire de ce corps-là. Je le répète que c'est votre cerveau qui s'est servi de vos jambes pour vous amener ici. Donc, il y a une énergie intelligente en vous qui se sert de votre corps pour se promener, se véhiculer, s'en aller. Pour vous promener, pour expérimenter. Et le corps, donc, est un outil extrêmement important que l'on doit fabriquer de la meilleure manière. Même si le corps qu'on fabrique ne nous sert pas, c'est pas une raison pour en fabriquer un qui te croche. Parce qu'à un moment donné, ceux qui croient à la réincarnation, là, ben un jour, vous allez être enfanté par un descendant d'un de ces corps-là. Fait que, mais c'est pas une raison morale de le faire bien. Il y a une raison intelligente de le faire bien. Donc, tu vas finir par avoir ton enfant, tu vas le porter dans un cadre harmonieux qu'on pourra peut-être revenir lors de la deuxième partie. Vous aurez juste à poser des questions. De toute façon, si vous voulez des éclaircissements sur cette période, elle est importante, mais il fallait comprendre l'intelligence de l'importance avant d'en arriver là. Alors, c'est pour ça qu'on a pris 1 heure. Donc, tu portes l'enfant, et lorsque tu vas accoucher l'enfant, bon, il y a des choses qui sont importantes. Mais présentement, qu'est-ce que fait la psychologie scientifique de l'homme? Elle essaie de porter de l'importance dans l'endroit où il n'y en a presque pas. C'est-à-dire que l'enfant devrait naître dans un liquide amniotique ou enfin dans de l'eau chaude, etc., pour ne pas qu'il ait une expérience violente à la naissance. Mais l'expérience violente va être vécue selon ses capacités corporelles de vivre l'expérience violente. Donc, ce n'est pas parce qu'on le met dans de l'eau chaude, dans la neige ou dans un hôpital ordinaire ou dans la maison, que l'expérience de la naissance ne sera pas violente. Cela dépend de sa psychologie. Donc, cela dépend de son corps physique. Cela dépend de la conception de l'enfant, et non pas de l'accouchement de l'enfant. C'est important, mais c'est pas ça l'important de l'affaire. Si on veut accoucher, si on veut avoir un enfant intelligemment, c'est pas sur l'accouchement qui est important. C'est la conception. Puis la conception, ben, ça se fait avant de penser à concevoir, évidemment. Merci, Daniel. Puis la deuxième partie, si vous voulez concevoir des petites questions, là,